C'est là un diapo. Merci. Voilà. C'est bon, Fred. Merci, Monsieur le Président. Nous allons suivre l'exposé de l'étudiant Claude Jean. Hein? Oui, merci, Monsieur le Président. Maintenant, nous allons écouter l'exposé de l'étudiant Claude Jean, qui avait à travailler sur le sujet suivant: l'indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir exécutif, cadre de la mise à la retraite de 3 juges de la Cour de cassation le 8 février 2021. Quelque part, ce sujet a un lien avec le sujet précédent, mais enfin, chaque chose à sa place, chaque chose en son temps. Nous allons traiter, nous allons écouter le pétron Claude Jean. Alors, c'est un travail qu'il a mené sous la direction du docteur Théoria Despinos, hein, qui, entre parenthèses, hier nous a fait un exposé extraordinaire sur les successions, hein, très intéressant. Et le rapporteur, là en ce moment, pour le mémoire de Claude Jean, c'est le docteur Nelson Sylvestre. Alors, sans plus tarder, hein, je donne la parole pour 10 minutes, hein, à Claude Jean pour exposer les résultats de son travail. Claude Jean, tu as la parole. Monsieur le Président du jury, Madame l'encadreuse, Monsieur le Président du jury, Madame la directrice de mon mémoire, Monsieur le rapporteur, aujourd'hui c'est pour moi un jour spécial et j'éprouve un immense plaisir de pouvoir présenter et soutenir mon mémoire pour l'obtention du grade de Master 2 en droit public et sciences politiques. Je remercie particulièrement la directrice de mon mémoire, la docteure Théoria Despinos, qui m'a accompagné tout au long du processus. Et je remercie tous les membres du jury d'avoir accepté de payer de leur présence pour examiner mon travail aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier tout le staff de l'université, particulièrement le président, Dr Christophe Providence, pour son dévouement et son sérieux dans notre formation. En effet, les crises que connaît notre pays aujourd'hui obligent les universitaires à porter leur curiosité sur les phénomènes qui paraissent en relation avec ces crises. Une observation empirique de la situation donne à comprendre que le problème de la justice est à la base de beaucoup de dysfonctionnements, entre autres l'inaccessibilité, la corruption, la dépendance de la justice sont les plus indexés. C'est pour cela que nous avons jugé utile de travailler sur le thème de l'indépendance de la justice. Examinant le problème de plus près, nous arrivons à comprendre que la législation haïtienne prône le principe de séparation de pouvoir dans le système de gouvernance nationale. Mais il n'en demeure pas moins que cette même législation articule un fonctionnement entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif qui nourrit la dépendance. C'est en cela que nous formulons notre sujet ainsi: indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir exécutif, cas de la mise en retraite de 3 juges à la Cour de cassation le 8 février 2021. Ce cas témoigne de l'atavisme du pouvoir exécutif dans sa domination sur le pouvoir judiciaire, malgré la naissance du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Par ailleurs, la séparation de pouvoir d'où découle l'indépendance de chaque pouvoir pose la base de l'État démocratique. L'État haïtien
a fait le choix de ce système de la Constitution en vigueur, celle du 29 mars 1987, amendée le 9 mai 2012, dans laquelle la séparation des pouvoirs est fondamentale. Cependant, elle aménage au fonctionnement du pouvoir judiciaire qui laisse la possibilité au pouvoir exécutif de faire le jeu à l'intérieur même de ce pouvoir. Entre autres, la nomination des membres du pouvoir judiciaire reste une attribution de l'exécutif. Une branche de l'exécutif se trouve implantée dans l'exercice du pouvoir judiciaire, le ministère public. C'est pourquoi nous articulons notre questionnement de recherche en ces termes. Le droit constitutionnel de l'exécutif de nommer les membres du pouvoir judiciaire ne constitue-t-il pas le levier de la dépendance de ce dernier? L'inamovibilité, le mandat de certaines catégories des magistrats garantissent-ils l'indépendance du pouvoir judiciaire? Le rôle déterminant du parquet totalement sous le contrôle de l'exécutif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire n'est-il pas un frein à toute indépendance véritable de ce pouvoir? Ce questionnement nous pousse à poser des hypothèses dans leur teneur suivante. Le pouvoir de nomination des membres du pouvoir judiciaire et de révocation de certaines catégories de magistrats par le pouvoir exécutif sont un levier de domination et de dépendance. Le mandat des juges, malgré le principe d'inamovibilité, est une cause de l'incertitude pour le magistrat dans son indépendance. La concentration des parquets au mains de l'exécutif est un vecteur de dépendance. Alors, nous nous sommes fixés des objectifs à atteindre dans ce travail. De manière générale, nous souhaitons porter un regard critique, objectif sur l'indépendance de la justice en Haïti, en interrogeant les causes et les conséquences de la dépendance du pouvoir judiciaire en Haïti. Et plus spécifiquement, nous voulons inventorier les différents textes législatifs relatifs au fonctionnement du pouvoir judiciaire afin de les analyser sur l'angle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, analyser les développements du phénomène de l'indépendance de la justice, analyser les pistes d'action vers une indépendance et proposer enfin des éléments capables d'aider à la matérialisation du pouvoir judiciaire indépendant en Haïti. Alors, à travers la méthode exégétique, nous arrivons à interroger le corpus juridique haïtien pour essayer d'établir des éléments de cohérence qui attestent non seulement l'effectivité de la dépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l'exécutif, mais aussi une relation de domination de l'exécutif sur le judiciaire. Notre sujet est traité en deux parties. Chacune des parties renferme deux chapitres qui chacun se subdivise en sections. La première partie traite du pouvoir judiciaire où nous essayons de démontrer la caractéristique de ce pouvoir, savoir les dispositions constitutionnelles et légales instituant le pouvoir judiciaire comme indépendant des deux autres. Nous développons également les théories de séparation des pouvoirs élaborées par Montesquieu et mises en œuvre avec plus ou moins de nuances dans les systèmes de gouvernance actuels. Cet aspect est surtout développé dans le premier chapitre. Le fonctionnement du pouvoir judiciaire est élaboré et nous essayons de traiter de l'évolution du concept de l'indépendance du pouvoir judiciaire et du développement de la domination du pouvoir exécutif sur celui-ci. La domination du pouvoir judiciaire conduit au fait d'une dépendance institutionnelle et administrative. Sur le plan institutionnel, lors même que la loi institue un organe pour prendre en charge le pouvoir judiciaire, la présence de l'exécutif y est toujours manquée. Même dans la constitution du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère de la Justice a la charge de désigner un membre et de plus, le ministre de la Justice est l'institution qui est en charge d'une grande partie du pouvoir judiciaire, savoir la magistrature debout et le personnel des cours et tribunaux. Notons que le ministère de la Justice est un organisme du pouvoir exécutif. Sur le plan administratif,
Seul le budget de fonctionnement d'une partie de la magistrature est confié au CSPJ. Donc, la plus grande partie reste aux mains du ministère de la Justice, membre du pouvoir exécutif. Cette première partie présente le pouvoir judiciaire et pose les prémices de l'indépendance du pouvoir judiciaire en Haïti et les leviers de domination de l'exécutif sur le judiciaire. La seconde partie consiste à élaborer sur les droits de nomination et de l'exécutif, où il est démontré que l'exécutif a les droits constitutionnels de nommer les membres du pouvoir judiciaire, à savoir, et ce droit est servi comme moyen de domination du pouvoir judiciaire, ce qui est un handicap à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous y avons également exposé, analysé le cas de la mise en retraite des juges de la Cour de cassation, qui est un événement qui justifie la puissance néfaste de la présence de l'exécutif dans le judiciaire, une mauvaise application de l'article 136 de la Constitution et la violation des principes de la mobilité des juges. Nous étudions également le rôle important du parquet dans le pouvoir judiciaire, tant en matière pénale qu'en matière civile. Son appartenance à l'exécutif est un accro majeur à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le cheminement des magistrats dans le pouvoir judiciaire, l'omniprésence de l'exécutif dans les judiciaires sont des facteurs défavorables à l'indépendance de ce pouvoir. La démarche que nous empruntons nous permet de conclure que le mode de nomination, de promotion des magistrats dans le pouvoir judiciaire paraît effectivement comme un levier de domination de ce pouvoir qui met à mal son indépendance. Si l'inamovibilité peut bien protéger les juges qui en bénéficient de certains abus, mais il n'est véritablement pas une fin en soi, car certaines fois, les autorités du pouvoir exécutif n'hésitent pas à passer en force. L'importance du parquet dans le pouvoir judiciaire oblige son indépendance par rapport à l'exécutif, si l'on espère arriver à un pouvoir judiciaire indépendant. Nous croyons utile de faire ressortir certaines pistes qui pourraient conduire à une indépendance réelle du pouvoir judiciaire en termes une nouvelle réforme législative qui passe par une réforme constitutionnelle dans laquelle l'indépendance du pouvoir judiciaire doit être actée par des textes clés qui accordent au pouvoir judiciaire une gouvernance transparente avec le plein pouvoir de désignation et de nomination de ses membres. La gouvernance du pouvoir judiciaire peut être faite par un conseil comme c'est le cas aujourd'hui. Mais le chef du pouvoir judiciaire doivent être les seuls à intervenir dans le cheminement des magistrats. Le pouvoir judiciaire doit être monocéphale et il doit avoir le plein contrôle de la magistrature assise et debout, ainsi que le personnel de la justice. Honorable président et membre du jury, toute œuvre humaine est parfaite, voire pour celle des étudiants. Je suis certain que mon travail est loin d'être parfait, tenant compte aux limites de toutes sortes que j'ai pu rencontrer. Cependant, j'espère répondre aux attentes de mes évaluateurs. Je vous remercie grandement de votre attention et je me mets ipso facto à votre disposition pour répondre à vos interrogations et vos critiques et vos suggestions. Dans les limites de mes capacités, je crois avoir dit. Merci beaucoup. Merci pour ton exposé très clairement. On a suivi l'addiction et donc déroulé le plan. Il y a un écho qui est de ton côté. Voilà. Donc on a pu suivre parce que l'expression était très nette, très claire, donc on arrivait facilement à te suivre. Je te remercie pour ton exposé, Claudio. Je vais, avant de passer la parole au docteur Kyria Despinos, je vais demander au rapporteur, le docteur Nelson Sylvestre, d'intervenir. Cher collègue docteur Sylvestre, qui a la parole.
Merci, docteur Célimène. Alors, je dirais, cher maître Jean, et merci également de m'avoir accordé la parole. Donc, on a vu que, effectivement, c'était la prise de parole de maître. Bon, et je vais procéder, Monsieur le Président, d'une autre façon. En général, quand il est question de droit, de la justice et de pouvoir, il faut aller à la plaidoirie. Et je crois que Claude aime ça beaucoup. Donc, si vous nous permettez, on va faire un petit échange. Et je dis telle chose et Claude réagit, mais dans les limites du temps accordé. Et je pense que cet exercice à l'université, c'est notre rôle d'innover. Donc, je suis d'accord pour que tu innoves. Voilà. Alors, donc, je demanderai à Claude quel est le problème posé et détecté dans le cadre de ce mémoire. Quel est le problème? Tu ouvres le micro à chaque fois. Le micro ouvert, hein. Merci, docteur Sylvestre, pour votre question. Le problème identifié dans le cadre de ce travail, c'est tout le problème de l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif que nous essayons de poser ici. Et particulièrement, nous indexons comme principal problème, c'est le pouvoir constitutionnel de l'exécutif et je dirais le pouvoir constitutionnel et légal de l'exécutif de procéder à la nomination particulièrement des membres du pouvoir judiciaire qui, à notre avis, constitue un problème grave qu'il faut trouver en quelque sorte une autre manière d'aménager ça dans notre système de droit. Très bien, merci. Donc, cela signifie qu'il y a un principe, de base qui s'appelle indépendance du pouvoir judiciaire, et ce principe est en quelque sorte violé parce qu'en réalité, c'est l'exécutif qui nomme, si vous voulez, les membres du pouvoir judiciaire. C'est ça. Tu veux laisser le micro ouvert parce qu'on échange. Oui, en fait, c'est le premier échelon. C'est le premier échelon. En fait, déjà la nomination des membres du pouvoir judiciaire par l'exécutif, c'est déjà une porte ouverte à toute autre domination. Okay. Très bien, très bien, très bien. Maintenant, c'est pour éviter une présentation trop classique, raison pour laquelle on fait cet échange. Maintenant, si le problème est tel, et dans le cadre de ce travail, quelle est la solution ou les solutions envisageables ou envisagées? Alors, à mon humble avis, la solution envisageable, c'est, premièrement, puisque le problème se pose au niveau de la Constitution et de la loi, il faut une réforme constitutionnelle et législative afin d'établir un nouveau mécanisme de nomination des magistrats. C'est là mon point de vue. Très bien, très bien. Bon, sur la base de ces deux échanges-là, je me rends compte que tu es en résonance avec ton mémoire. Et ça, c'est bon. Parce que quand quelqu'un écrit quelque chose, et l'oralité doit venir en appui ou doit prouver ce qui est écrit. Parce qu'on ne peut pas écrire quelque chose et dire autre chose. Il faut que le dire
et l'écrit soient en résonance, sur une même ligne. Donc, tu as gagné là un point. Merci. Mais moi-même, je vais quelque part d'autre. À mon humble avis, il y a un problème de principe à la base. Bon, si le micro te nuit, tu peux fermer, quand tu prends la parole, tu ouvres. Hein? Si ça te nuit. Non, ça va. OK. Oh, ça va. Ça va. OK. Voilà. Alors moi-même, c'est au niveau du principe que je vois le problème. Le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est un principe et un faux principe au départ. Un principe nuisible. Je pense que juridiquement parlant, on devrait de préférence parler d'interdépendance des pouvoirs. Interdépendance des pouvoirs. Parce que quand on dit, ou quand on parle du principe qu'il doit y avoir indépendance d'un pouvoir, ça pose problème. Parce que c'est impossible d'avoir l'indépendance de pouvoir. Puisque les pouvoirs existent pour servir à la société. Donc, il doit y avoir interdépendance. Maintenant, dans cette interdépendance, la question justement de nomination ne devrait pas se poser. À raison même de cette interdépendance. Parce que pourquoi dire indépendance alors qu'en réalité, indépendance, il n'y en aura pas. Et ce qu'il y aura, et toujours, c'est l'interdépendance pour l'harmonie même du tout. Donc, par conséquent, il faut se démarquer de ce principe, premièrement, avant de poser le problème. Bon, je comprends que dans un mémoire, il faut identifier un problème et apporter des solutions concrètes, étant donné qu'il s'agit d'un mémoire de master. Ça, je le comprends. Mais c'est le moment également d'en faire le débat. Au lieu de parler de ce problème, alors qu'à la base, il y a un problème de principe de départ, eh bien, c'est mieux de poser ce principe. Tu sais qu'actuellement, dans certains pays, on parle d'élection du pouvoir judiciaire. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est mieux que les membres du pouvoir judiciaire soient élus au même titre que les membres du pouvoir législatif et les membres du pouvoir exécutif, au lieu d'avoir un président qui nommerait les juges? Et l'autre principe qui s'appelle inamovibilité des juges, ça c'est un faux principe également. Comment inamovible? On devrait penser à des termes pour les juges également. C'est-à-dire, on peut dire que les juges sont nommés pour un certain nombre d'années. Mais dans le courant du temps, si les choses ne se font pas bien en respectant les normes, en respectant la loi, eh bien, il devrait y avoir un moyen pour que ces juges-là également démissionnent de leur fonction. Donc, qu'est-ce que tu penses? Ne serait-il pas mieux de parler d'interdépendance des pouvoirs et que les membres de n'importe quel pouvoir, n'importe lequel de ces pouvoirs, devraient être choisis ou bien élus c'est-à-dire arriver au timon des affaires sur la base d'élections. J'aimerais bien... Merci, docteur Sylvestre. Alors, j'essaie bien comprendre... Jean. Attends. Il faut laisser le docteur Sylvestre terminer sa phrase et puis il va te passer la parole puisque c'est un échange. Il n'a pas besoin de passer par moi. Il fait un échange avec moi, mais tu dois le laisser terminer. Donc, Delson, termine ta phrase, s'il te plaît. Oui, alors je lui avais demandé qu'est-ce qu'il en pense à propos de l'interdépendance des pouvoirs et la nomination des membres dans cette
pouvoir. Alors, sur cet aspect-là, puisque c'est innovant, la méthode que tu as choisie est novatrice, donc j'avais rentré dans l'innovation. En tant que président, j'ai ce privilège de rentrer dans les innovations. Alors, sur ça, si je comprends bien, mais le docteur Kyria Despinoz va intervenir en tant que juriste, elle connaît ça mieux que moi. Mais j'ai compris que les juges sont indépendants, mais que c'est le parquet qui n'est pas indépendant. Le parquet, c'est-à-dire les procureurs et tout ça, sont nommés par l'exécutif. Mais enfin, je parle sous le contrôle du docteur Kyria Despinoz qui va traiter tout ça. Mais si je préfère poser mes mauvaises compréhensions ou mes mauvaises interprétations d'abord, et puis après, tout va être. Mais je peux comprendre que les membres du parquet, c'est-à-dire ceux qui déclenchent les procédures, ils ne sont pas indépendants, ils dépendent de l'exécutif. Lui-même, il est indépendant, si je comprends bien. Il est indépendant dans le sens où il tranche au tribunal avec ses collègues, en général tout du tribunal dit 3, et il tranche. Mais c'est le parquet qui est le nœud de l'indépendance ou de la non-indépendance ou de l'influence de l'exécutif dans la lutte. La première chose par rapport à ton échange avec le gens. Le deuxième point que je voulais dire dans le débat, c'est que je ne suis pas sûr que l'élection des juges soit une bonne chose. Parce que vous verrez que c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne les élections. C'est celui qui a le plus de dotation qui gagne les élections. Ce n'est pas toujours une justice. Et ce que je connais, je ne suis pas sûr que la justice américaine soit si indépendante et si impartiale que partout ailleurs. Je ne suis pas sûr. Parce que les juges sont élus. Ils sont élus en fonction des moyens qu'ils mettent pour être élus. Comme un élu, un député ou un sénateur ou un président, c'est en fonction des moyens qu'il met, il est élu. Hein? Bon, ça, c'est le deuxième point que je voulais apporter au débat. Et le troisième point, c'est-à-dire, il est important que les juges soient inamovibles. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'un des points qui garantit leur indépendance. C'est-à-dire, on ne peut pas les sanctionner. Leur dire, tu es juge à Jacmel, on va te balancer au cap. Même si ta famille vit à Jacmel. C'est un point de leur indépendance. Contrairement au parquet, au procureur, le procureur peut être nommé aujourd'hui, le prochain conseil des ministres est viré. Bon. Donc, je crois que le fait qu'il soit inamovible, c'est un point important pour l'indépendance de la justice. Et d'ailleurs, c'est ça qui tient la justice. C'est ça qui tient la justice plus que le parquet. Plus que le parquet. L'indépendance des juges tient plus que le parquet. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, mais les juges sont vraiment indépendants. Hein, mais le parquet n'est pas indépendant. Mais comme les juges ont comme le parquet, donc on peut dire que l'indépendance, elle s'effrite au fil de hiérarchie. Voilà, avant que je ne réponde à ton intervention puis de la mienne, voilà un peu ce que je voulais dire. Claude Jean, tu peux répondre au docteur Sylvestre et intervenir par rapport à ce que j'ai dit. Merci, docteur Sélimel, et de m'accorder la parole encore une fois. En fait, sur la préoccupation du docteur Sylvestre, sa question était, est-ce qu'il ne faut pas parler d'interdépendance au lieu d'indépendance? En fait, la Constitution pose la question d'indépendance des pouvoirs les uns par rapport aux autres. L'indépendance dans leurs attributions, l'indépendance dans leurs fonctions. Donc, tel pouvoir n'a pas le droit d'interférer dans le champ de compétences de tel autre pouvoir. En ce sens que tel pouvoir n'a pas non plus à recevoir de leçons
de tel autre pouvoir. Cependant, les trois pouvoirs, c'est une forme de structuration des instances de gouvernance de l'État. Les trois pouvoirs forment en fait les pouvoirs de l'État qui servent à la gouvernance publique. En ce sens, il y a interdépendance dans le sens que ces trois pouvoirs sont les organes qui reçoivent la souveraineté nationale du peuple et qui servent à gouverner les intérêts de toute la nation. Mais dans leur attribution, dans leur fonctionnement, dans leur recrutement, en fait, ces trois éléments de pouvoir doivent être indépendants les uns des autres, de telle manière à ce que un pouvoir n'ait pas de pied sur l'autre pouvoir par rapport à telle ou telle faculté légale ou constitutionnelle bénéficier sur ce pouvoir. C'est en ce sens que j'abonde et que certainement, dans un sens de gouvernance nationale, il y a l'interdépendance, les trois pouvoirs de l'État. En fait, dans les cérémonies officielles, les trois pouvoirs de l'État. Dans les décisions, les grandes décisions, les trois pouvoirs de l'État. Mais dans leur attribution, dans leur recrutement, nous prenons une sorte l'indépendance, tout comme la Constitution et tout comme les théories, même les doctrines très anciennes, comme celles prônées par Montesquieu. Donc, prône l'indépendance des trois pouvoirs de telle manière à ce que le service soit bien administré. C'est en ce sens que je peux abonder sur la question du docteur Sylvestre. Je crois avoir répondu dans les limites de mes facultés. Très bien. Alors, vous voyez, le débat est lourd, long, et ça demande du temps, parce qu'en réalité, moi-même, je suis partisan de la primauté du juridique sur le politique. Je suis partisan de la primauté du juridique sur le politique. Maintenant, quand on dit dans leurs attributions, il doit y avoir indépendance, mais normativement, il doit y avoir, pour la gouvernance, il y a interdépendance. Parfois, on sait que quand il y a un problème de structure, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La justice est telle, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, il faut changer de paradigme dans ce cas. Il faut essayer de changer de paradigme. Certains pays, justement, fonctionnent parce qu'il y a une structure étatique qui le permet. Mais dans d'autres pays, non. Par exemple, nous avons toujours des parlements, des législatures, mais on voit généralement que le législatif et l'exécutif, c'est du même au pareil. Et le judiciaire également, parce que la police qui est là, le bras droit de la justice, la police obéit au pouvoir exécutif, mais jamais au pouvoir juridique en Haïti. C'est-à-dire, les policiers obéissent au président, mais ne vont pas obéir à celui qui détient, si vous voulez, le pouvoir judiciaire. Et ça, c'est un problème. Donc, il faut aller aux sources. Et puisqu'on dit que c'est le peuple qui donne le pouvoir, entre guillemets, c'est ce qu'on dit souvent, eh bien, que tout le monde va en devant le pouvoir. Que tout le monde va pouvoir recevoir le pouvoir. Et la Constitution de 1843, et la Constitution de 1843 l'a déjà prévu. La Constitution haïtienne de 1843, c'est la seule Constitution qui a prévu un pouvoir judiciaire et avec des postes électifs. Ah, voilà. Et vous savez, on est en train de faire ça dans pas mal de pays dans le monde. Je pense que c'est un exercice à faire, c'est un débat à faire. Alors, pour revenir à ton mémoire là, vraiment, c'est un mémoire très correct. Hein? J'apprécie. Hein? C'est un très, très bon mémoire. Un très, très bon travail. Je pense qu'il faut continuer à approfondir ce débat de manière à arriver quelque part. Merci, Monsieur le Président. Merci, Nelson. Même si je mets un bémol sur tes préférences, en démocratie, je ne connais qu'un chef, le politique.
Ah oui, chef. Parce qu'à travers la politique, c'est le peuple. Mais je comprends ton problème. Tu n'es pas dans l'absolu. Tu es dans un cas particulier de la situation du pays actuel. Et c'est vrai, je comprends le problème que tu soulèves. Tu as une situation catastrophique actuelle. Tu te dis que ce n'est pas possible. Donc, il faut éliminer le politique et mettre le juridique dessus. C'est l'antidémocratie. Pour moi, hein, c'est l'antidémocratie. Un seul pouvoir existe en démocratie, c'est le pouvoir politique. Le seul pouvoir. Un fonctionnaire ne peut pas être au-dessus du politique. Qu'il soit juriste ou autre fonctionnaire, il ne peut pas être au-dessus du politique. Parce que s'il est au-dessus du politique, il est au-dessus du peuple. Et ce n'est pas possible en démocratie. Et, autre élément à ta réflexion, quand un fonctionnaire fait n'importe quoi, qui va le sanctionner? Personne, puisqu'il est au-dessus du politique. Alors que le politique qui fait une erreur, le politique qui fait n'importe quoi, je te répète, je ne parle pas du cas particulier qui a Haïti en ce moment où il ne fonctionne, mais je te dis, le politique qui fait une erreur, le peuple lui dit, mais fous-toi dehors. On te met dehors. Oui, dans un pays où ça marche, dans un pays où ça marche, il y a toujours, le peuple doit être souverain en toutes circonstances. En toutes circonstances, quelle que soit la circonstance. Maintenant, je mets un bémol dans ce que je dis par rapport à la situation actuelle. Et je comprends que c'est la situation actuelle qui incite, qui induit à penser que le politique doit être mis en retrait. Et pour arriver à la démocratie, c'est l'inverse. Il faut que le peuple joue son rôle et que le peuple dise, voilà mon député, voilà mon sénateur, voilà mon président. Voilà. Et là, plus rien n'est au-dessus. Mais j'ai compris le problème. Je voulais juste te donner un point de vue différent. Il faut que dans tout, les gens soient sanctionnés. Un fonctionnaire, personne ne peut le sanctionner parce qu'il a un poste à vie. Il a un poste à vie. Alors que président, même le président de la République, n'est pas en poste à vie. Il met tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans, en fonction du pays, il remet son mandat en jeu. Et il demande au peuple, sanctionne-moi si tu n'es pas d'accord avec moi, ou remets-moi là si tu es d'accord avec moi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je pense que le docteur Kiria, après que j'ai donné quelques instants la parole à Claude, je pense que le docteur Kiria pourra nous mettre d'accord avec son propos rassembleur et complètement pédagogue. Hein? On compte sur lui pour ça. Donc, je réponds et après, je passe la parole au docteur Kiria disponible. J'ai la parole? Non, oui. Claude a la parole. Ah, d'accord. Claude. Ton micro est fermé, on t'a donné la parole. Ton micro est fermé, Claude. Claude Jean, ton micro est fermé. Claude Jean, ton micro est fermé. Vous m'accordez la parole, docteur? Il y a un moment, parce qu'on avait posé un problème. Le docteur Nelson Sylvestre et moi-même, nous avons eu des différends. Nous voulons connaître un peu ton avis. Et le docteur Despinot, qui a clarifié, balayer tout ça. En fait, la parole est à moi. Sur la discussion. Oui. En fait, merci. En fait, sur votre préoccupation, dans le sens que, si j'ai bien compris, c'est qu'en démocratie, c'est la politique qui doit prédominer. Et à l'inverse de Dr Nelson qui croit, et de Dr Sylvestre qui croit que c'est la primauté du juridique sur la politique.
en effet, pour ma part, c'est des courants de pensée. Donc, pour certains courants, ce sont il y a trois pouvoirs politiques. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont trois pouvoirs politiques qui dirigent l'État. Donc, dans le sens que, en ce sens, votre point de vue, c'est la politique, c'est ce qui dirige, c'est ce qui prédomine. Mais en quelque sorte, lorsqu'on entre dans les attributions, le pouvoir judiciaire se pose comme arbitre en ce sens. Et si on n'a pas la primauté de l'arbitre dans tout jeu, eh bien, ce sera le désordre. C'est en ce sens que je rejoins le docteur Sylvestre, mais de l'autre côté, je comprends votre position qui va dans le sens de pouvoir, au sens que les trois pouvoirs de l'État sont trois pouvoirs politiques. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, qui mènent la politique de l'État. D'ailleurs, la Constitution le dit clairement, la souveraineté nationale est déléguée à trois pouvoirs de l'État. Donc, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire par le souverain qui est le peuple. En ce sens, je pense avoir apporté mon point de vue. Okay. Alors, je te remercie, mais je voulais juste faire un point. La justice n'est pas un pouvoir. La justice, c'est une autorité. Ce n'est pas un pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir dans la justice. C'est une autorité. Le pouvoir législatif, oui. Le pouvoir exécutif, oui. C'est des pouvoirs. Mais la justice, c'est une autorité. Ce n'est pas un pouvoir. C'est le but de notre débat, c'est de... Oui. C'est une autorité. De la justice comme moi, je ne mettrai jamais quelque chose au-dessus du souverain, le souverain étant le peuple. Je ne mets jamais quelque chose au-dessus. Le souverain étant le peuple. Et c'est dommage que tu n'aies pas intégré ça parce que 1804, c'est pas rien. C'est la fille aînée de la Révolution française, c'est le souverain. Et à mon avis, il faut garder cette culture du peuple souverain. Sinon, un petit juge qui est inamovible et qu'on ne sanctionne pas et à qui on ne vote pas le derrière, il se fait n'importe quoi. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Il faut sortir du cas spécifique qui est le cas haïtien momentanément. Je dis bien le cas haïtien momentanément. Il faut voir les choses de façon globale et de façon politique, démocratique, sociale, et dire voilà comment une société doit fonctionner. Voilà, alors, si tu es d'accord, docteur Nelson aussi, on passe la parole à notre juriste d'ailleurs, parce que moi je ne suis pas juriste, à notre juriste qui est le docteur Kyria Lespinasse. Oui, on passe la parole à Kyria parce qu'on aimerait bien l'écouter sur ce point. D'accord. Ben, je vous remercie. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Monsieur Claude. Bonsoir. Donc, et permettez-moi avant tout de faire juste une petite parenthèse pour m'excuser auprès de l'étudiant qui vient de passer tout à l'heure. Je n'ai pas pu être présente pour des raisons de pluie, etc. Donc, ce qui fait, je présente mes excuses. Donc, je reviens à la soutenance de Claude Jean. En tant que directrice de mémoire, j'ai pu voir l'évolution de ses arguments au fil des dépôts qu'il a fait auprès de moi. Donc, j'ai pu voir l'évolution de ses pensées et je pense que finalement, il a maîtrisé son sujet. Autant sur la forme, il a fait des efforts, il a respecté assez rapidement tous. Vous m'entendez? J'ai une grosse critique à lui faire sur la présentation où il s'est nettement éloigné des normes de Canva. Attendez, Dr. Seliman, je venais là-dessus justement. En fait, il m'a présenté le souci qu'il avait pour faire une étude de terrain parce qu'il y a une étude de cas par rapport justement à la question de la mise à la retraite.
mais compte tenu du fait que c'est un sujet en droit, vous savez qu'en droit, on a une méthodologie juridique qui permet de ne pas faire d'études de terrain. Donc, c'est pour cette raison que je lui ai permis donc d'avancer avec seulement la méthode exégétique. Donc, j'espère que vous ne lui tiendrez pas rigueur pour cela parce que en droit, on n'admet pas forcément de faire une étude de terrain parce qu'on ne fait pas des études sociologiques. Donc, il a travaillé exclusivement sur les textes en prenant comme illustration justement le cas de la mise à la retraite pour pouvoir parler de la dépendance qui, selon lui, qui arrive justement avec les 3 points qu'il avait soulevés. Donc, je le félicite quand même parce qu'il a travaillé assez vite. Il a évolué au niveau de la forme, même si ce n'est pas parfait, comme il a dit, même si ce n'est pas ce qu'on pourrait attendre, mais il a vraiment évolué entre le mois de mars et ce mois d'août. Donc, je le félicite et je l'encourage donc à faire mieux. Et surtout en l'écoutant aujourd'hui, j'ai vu qu'à l'oral, il présente également très bien. De ce fait, je le félicite pour cela. Concernant la question de l'indépendance de la justice, je pense que, Dr Nelson, ce serait révolutionnaire de ne plus parler d'indépendance de la justice parce qu'avec les 3 pouvoirs, justement, ce serait revenir sur la théorie de la séparation des pouvoirs, d'où vient le principe d'indépendance de la justice. Et ce principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire est vraiment porté par toutes les conventions et on cherche plutôt à mettre en place des garanties pour l'exercice effectif de cette indépendance. Mais en général, on confond l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'indépendance judiciaire. Je m'explique. L'indépendance du pouvoir judiciaire a 2 volets. On peut faire une analyse par rapport à la théorie constitutionnelle pour retrouver l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs. Malgré tout, même si on parle d'indépendance, il y a toujours eu des contre-pouvoirs, c'est-à-dire que ce n'est pas une indépendance absolue, elle est limitée et on a toujours admis qu'il puisse y avoir une forme de garantie par un regard des autres pouvoirs sur cette indépendance. Il est vrai qu'en France, lorsqu'on n'a pas permis l'élection des juges, on a parlé d'autorité judiciaire parce qu'on a considéré que le mot pouvoir, ça devait venir justement par la souveraineté populaire. Donc ça, ce sont des théories qui peuvent s'expliquer sur le plan constitutionnel, mais il empêche que notre Constitution a mis en place, a parlé de l'indépendance du pouvoir judiciaire et a créé un organe pour garantir avec l'exécutif, avec le président de la République, l'indépendance judiciaire. Donc, c'est à ce stade qu'on peut parler sur le plan organique de l'indépendance judiciaire qui n'est pas certes absolue, mais où il y a quand même un système de contrepoids pour pouvoir vérifier cela. Mais l'autre volet de l'indépendance judiciaire, il est vrai que notre étudiant n'a pas tellement axé sur ce point, c'est l'indépendance du juge même. Et je crois qu'en Haïti, c'est ce qui pose problème. C'est l'indépendance du juge qui, même s'il a été nommé par le pouvoir exécutif, ne doit pas subir l'influence indue de l'exécutif. C'est-à-dire qu'il doit se sentir autonome dans la décision judiciaire. L'exécutif n'a pas à intervenir dans une décision. Lorsqu'on parle d'indépendance judiciaire, il y a aussi à ce stade, et c'est pour cela qu'au niveau du CSPJ, ils ont mis en place, je vais parler d'un tribunal ou d'un organe qui sanctionne les juges sur le plan judiciaire. Donc, c'est pour cela que lorsqu'on parle d'indépendance judiciaire, il y a également le côté déontologique, le côté éthique qui vient renforcer cette indépendance. Mais en Haïti, c'est là que le bas blesse. Parce que ce n'est pas parce qu'on vous nomme que vous êtes redevable. En Haïti, on vous nomme à un poste, on vous donne un mandat.
Vous avez un mandat, donc vous devez respecter ce mandat. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons un problème. Donc, pour moi, c'est un problème de personne. Ce n'est pas un problème constitutionnel parce que si même si vous mettez en place l'élection des juges, ça va poser un autre problème parce qu'il faut mettre en place également un système de contrôle. Qui va contrôler ces juges maintenant? Donc, ce qui fait que ce n'est pas les garanties constitutionnelles telles l'inamovibilité qui posent problème, ce sont les personnes et les pratiques qui posent problème. Donc, à ce niveau, lorsqu'il a parlé de l'inamovibilité qui est un levier de dépendance, c'est son point de vue. J'ai accepté son point de vue, mais je l'ai poussé un peu dans ses retranchements en disant, mais certes, il y a l'inamovibilité, mais l'inamovibilité ne veut pas dire que c'est un poste à vie. Parce que si vous faites quelque chose de mal, vous êtes passible devant un tribunal disciplinaire. Donc, ce sont ces points-là dont on a discuté, mais il avait son point de vue, il a justifié son point de vue en montrant que dans la pratique, ce sont ces éléments qui permettent de décrire qu'il y a une dépendance du judiciaire par rapport à l'exécutif. Donc, cela tenait la route. Donc, je pense que ce sont des débats qui peuvent se faire à l'infini, mais la solution ne se trouve pas finalement dans les textes. La solution, c'est dans les pratiques, à mon avis. Donc, si je veux amener une réponse assez brève par rapport au débat que vous avez soulevé. Voilà. Merci, docteur Kyria Lespinasse. Oui, dans la pratique, il faudrait que ce ne soit pas un exécutif qui nomme ou qui recrute, on va dire. Se nommer, c'est toujours un pouvoir politique qui nomme, qui signe l'affectation et la nomination, ben oui. Mais il y a ce qu'on appelle le Conseil national de la magistrature, qui doit être indépendante, elle aussi, et qui fait le recrutement des magistrats, à mon avis. Ça, c'est dans la pratique. C'est vrai que c'est dans la pratique que les choses doivent s'améliorer, mais les choses s'améliorent dans la pratique quand il y a les canaux de transmission stabilisés pour que la pratique ne dérape pas, pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans les pratiques. Mais pour cela, il faut des canaux très précis qui recrutent quel type de concours, qui sont les membres des concours, l'inamovibilité. Je crois que c'est important pour l'indépendance. Il ne faut pas toucher à ça. Sinon, on est vivement sanctionné par n'importe quel ministre qui arrive et qui veut régler son compte avec vous. Toute une série de choses. C'est vraiment un problème de pratique, hein, vraiment. Mais je pense que dans les textes haïtiens, les choses sont relativement bien structurées, à mon avis. Mais je ne suis pas juriste. Oui, justement, c'est ce que vous dites, c'est bien ça, parce que c'est au niveau du CSPJ qui vont faire le recrutement. Seulement, ils proposent les noms. Il est vrai que les courants politiques peuvent avoir une force, mais ce n'est pas officiel, ce n'est pas ce que dit la loi, ce n'est pas ce que disent les textes, c'est les pratiques. Donc, les textes sont relativement propres de ce point de vue. Alors, Jean, conclue-nous tout ça pour que tu nous quittes et que tu nous dises quelque chose qui nous rassemble tous. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro, Jean. Merci, docteur. En fait, je remercie encore ma directrice de mémoire qui m'a su fouetter comme ça se devait. Et bon, je vais en fait dans les lignes de sa pensée, comme elle a pu travailler avec moi. Et donc, comme je disais tout à l'heure, bon, il y a l'interdépendance, comme M. Sylvestre et docteur Sylvestre a dit, il y a l'interdépendance au niveau supra, dans le sens que les trois pouvoirs de l'État doivent collaborer, mais au niveau le niveau de séparation est posé théoriquement et légalement
Donc, il faut aller dans le sens de la séparation pour stabiliser les choses. Et il faut surtout, je faisais ce point pour dire que il est vrai que la loi dispose de certaines choses, mais dans la pratique, l'exécutif souvent passe en force. Donc, c'est ce que nous essayons de démontrer et de pister des éléments pouvant et rassurer encore plus pour éviter les passages en force de l'exécutif. Donc, c'est là où nous sommes. Donc, je crois avoir dit merci. Et si c'est mon dernier mot. Merci pour tout ça, mais Jean, tu dois revoir ton document. Tu prends le canevas de structuration des mémoires qu'on a distribué à tous les étudiants et tu regardes comment on présente pour les annexes, la matière, tu as relativement respecté les choses, mais l'organisation, la structuration en section, en grand 1, en grand 2, tu mets des A, des B, des C, donc chacun ne fait pas la numérotation qu'il veut. Tu prends le document et tu organises ton document à partir du canevas que l'on t'a transmis. D'accord? Tu respectes strictement la présentation du que l'on t'a transmis dans le canevas. OK? Merci beaucoup. Alors, avant de fermer la séance, je demande au docteur Sylvestre et au docteur Thierry Despinoz, est-ce qu'ils ont quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit? Bon, je laisse le soin au docteur Despinoz de terminer, mais en réalité, je considère cette présentation comme un débat ouvert. Et c'est bon. Et c'est bon. En termes académiques, c'est toujours bon d'avoir un problème à poser et qu'on ne ferme pas le débat. Et je passerai un document à Claude et également à Kyria dans les prochains jours. Parce que je pense qu'il faut encore nourrir ce débat parce que Haïti a un problème. Le grand problème d'Haïti, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle a été la première constitution. Et aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la dernière constitution. Donc, quand on fait référence à ces documents de base, si ces documents demeurent encore dans l'inconnu ou dans l'impasse, il va y avoir un problème. Et après que la politique doit être la commande, mais c'est une commande sur un fond juridique. Parce que sinon, ce sera toujours de la pagaille. On est dans la commande, mais sur un fond juridique, puisqu'on est des humains. Donc, par conséquent, et je pense que c'est un très bon mémoire et des idées encore à approfondir. Merci beaucoup. Il y a docteur Kyria Despinoz, as-tu quelque chose à rajouter? J'abonde dans le sens de Dr. Nelson. C'est juste pour demander à M. Claude, donc maintenant que la pression est passée, de revoir un peu comme a admis le professeur Célimène pour que la présentation qui reste définitivement en archive soit mieux présentée sur la forme. Parce que vraiment, j'ai vraiment combattu avec lui sur les sections pour que ça reste assez un formatage classique. Donc, sur ce point, je pense que tant qu'on n'a pas les textes, qu'on n'a pas révoqué les constitutions, Dr. Nelson, on est un peu limité, mais il est vrai qu'on peut toujours faire des notes de bas de page pour expliquer les situations lorsque ces cas se présentent. Donc, j'invite et Monsieur Claude, je le félicite d'abord et je l'invite justement à refaire ce travail de peaufinage et surtout à avancer pour que lorsqu'il va faire son Master 2, lorsqu'il fera un travail de mémoire, que ce soit vraiment irréprochable à tout point de vue. Donc, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, Claude Jean, on y arrive à la fin. On a 1 minute pour finir. As-tu quelque chose à ajouter?
Et je n'ai plus rien à ajouter, sinon que vous remercier Dr Nelson, remercier ma directrice de mémoire et qui m'a accompagné. Et je remercie tous les staffs de l'IUS. Et je souhaite que la route, on continue la route ensemble. Merci beaucoup. Parfait. Parfait. Allez, bonne soirée à tous. On ne lâche rien, Fred. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Je mets un terme à l'enregistrement et à bientôt. Et je vais mettre un terme